9h, ouverture des quartiers. Notre visite est encadrée par le directeur de la prison. 20 heures d'enfermement dans des cellules surpeuplées, 4 heures de plein air par jour, des week-ends entiers enfermés. Pas de travail, pas de soins, des épidémies de gale qui se propagent. Ici, les conditions d'incarcération sont dures. La prison de Tanger déborde. Plus de 2500 prisonniers pour une capacité d'à peine 400. Dans chaque quartier, une cour pour faire la lessive, du sport. À 200 dans 200 mètres carrés. Dans les couloirs désertés du quartier M, nous rencontrons Sébastien. Il vient d'être arrêté une semaine plus tôt, pas encore jugé. Il a 25 ans. Qu'est-ce qui t'arrive? La douane, ils ont trouvé 95 kilos dans ma voiture. Dans ma voiture. Je leur ai dit, j'ai rien fait, on m'a volé ma voiture. J'ai fait une déclaration à Kinitra. Et voilà, et je suis. Et je vais peut-être rester ici 3 ans ou 4 ans pour ça. Pourquoi des 3 ans? Je suis loin d'ici. Ah, tu t'en fous, il y en a des gens qui ont passé ici 5 ans, 6 ans, ils sont bien. 3 ans ici, je pourrais pas. Ah, pas possible. J'ai jamais vu tout ça. Jamais j'ai vu des gens comme ça. C'est-à-dire Autant de malheur d'un coup. t'as déjà trempé dans des trucs comme ça? Jamais. J'ai jamais fait des trucs... J'ai toujours essayé d'être le plus droit possible. 95 kilos de hashish dans une voiture, c'est le début de l'histoire de Sébastien. Maître Tanouti est un des avocats conseillés par le consulat de France aux familles. Pour 1000 €, le père de Sébastien l'a chargé du dossier de son fils. Il y a un certain Mounir avec lequel il s'est rencontré à Kenitra, une ville marocaine. Ce type lui dit, vous êtes de Toulouse, moi aussi je suis de Toulouse, est-ce que vous pouvez me prêter la voiture pour une journée, je vais faire une quoi? Bon, mon client, il a dit non, non, non. Et après, il lui a laissé la voiture. Elle est restée chez lui entre le 9 et le 10 du mois de juin. Après, il a vu qu'il n'est pas revenu parce que c'était pour un prêt de voiture pour une demi-heure ou pour un quart d'heure ou pour quelque chose comme ça. Il est parti à la police pour faire une déclaration de vol. Mais malheureusement, il n'a pas de reçu. Je crois à mon client. Moi, je suis ici pour le défendre. Simplement, je trouve un peu son histoire bizarre. Parce que même le tribunal, au tribunal, ils vont trouver que c'est une histoire un peu bizarre. L'histoire de Sébastien ne tient pas la route. Retour en prison pour interroger les Français déjà condamnés. Pour nous, c'est toujours le même rituel, une longue attente dans le bureau du directeur. Ici, beaucoup d'étrangers disséminés dans les 11 quartiers de la prison, la plupart pour trafic de drogue, une majorité de Français. Nous sommes sous escorte serrée. Avant notre arrivée, on fait le ménage. Nous ne devons pas parler aux prisonniers marocains. Nos interlocuteurs seront triés sur le volet, car certains quartiers nous sont interdits.
Les Français ici ont tous la même histoire. Ce sont des passeurs de hashish chargés d'acheminer la drogue du Maroc à la France dans leur voiture. Moi, 40 kilos. 40 kilos. Combien d'années? 2 ans et demi. Je parle comment, hein, je parle pas besoin. 3 ans et demi pour 99 kilos. Moi j'ai fait 83 kilos. On les regroupe dans une cellule présentable. Le directeur et 2 gardiens assistent à l'entretien. Une pression sur les prisonniers. Tu vois, rien de tout ça, rien du tout. Ils ont reçu des consignes avant notre arrivée. Pas un mot sur les conditions de détention. Pas une critique sur le Maroc. Moi j'avais une femme, un enfant, j'avais plus de 20 000 euros de dette. Je viens ici, on me dit écoute, je te donne 30 000 euros plus une voiture, une belle voiture. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, c'est clair, je peux dire non, non. Mais le mec il revient à la charge. Je te dis, tu te rends compte là, en 15 jours, tu pars 15 jours avec ta famille ici en vacances et toutes tes dettes sont remboursées. En 15 jours. T'as rien à faire si ce n'est conduire une voiture. C'est pas moi qui mets la drogue dans la voiture, c'est pas moi qui paye ceci, cela, non. J'ai juste à conduire la voiture et je touche mon argent. La tentation est forte, elle est extrêmement forte, surtout quand t'es dans la merde en France. Vraiment. Vous savez, une prostituée, vous lui demandez pas si elle aime ça. Hein. On sait que c'est pour l'argent. Les gens qui font du trafic de drogue, c'est pareil. Surtout quand ils sont pas consommateurs. Vous l'avez tous fait pour l'argent? Moi j'avais beaucoup de dettes de l'État, des dettes de l'État, j'en avais des masses. C'est simple, quand on vous dit que vous faites un voyage pendant 2 semaines, je te paye les vacances, je te paye l'hôtel, je te paye la nourriture, je te donne tous les jours une laisse de billets pour que tu t'amuses pendant 2 semaines, tu as juste à conduire pour remonter en France, arriver en France, c'est 20 ou 30 000 euros. Voilà. On est content, hein, 2 semaines de vacances, c'est des mecs comme moi qui ne voyagent pas beaucoup. Moi c'est la première fois que je quitte la France, maintenant ça fait 10 mois que je suis pas revenu. C'est vrai qu'on ne savait pas que c'était aussi difficile de passer les douanes. Et ils sont bien aidés aussi par... bien informés, à mon avis. Ils sont bien informés. Ils viennent à l'endroit où c'est, ils prennent le touriste, ils passent la carte par hasard. Le mec qui vient directement sur ta voiture, à l'endroit où tu as le hashish sans faire le tour de ta voiture, il vient directement à la planque, il casse tout. On ne dit pas qu'il a été bien... C'est le risque de casser une voiture sans savoir... c'est encore balance en parenthèse. La plupart d'entre nous, à mon avis, c'est des gens qui ont envie de dire, ils savaient déjà en arrivant qu'il y avait déjà des hashish dans la Il y en a voiture. d'autres qui ont fait ça un peu grossièrement. Je veux dire, moi je savais pas exactement, donc... En fait, je passais à la frontière avec 350 kilos d'hachis sur le corps. Normal. En pensant qu'il avait une cinquantaine de kilos cachés dans la voiture. L'histoire du passeur commence donc en France, mais aucun des détenus ne voudra parler de ses commanditaires. Rien non plus sur l'arrestation aux douanes, la garde à vue, le procès. Marc a été recruté par des petits dealers qu'il connaissait de vue. Il a fait 2 ans de prison au Maroc, il témoigne à visage masqué, par peur des représailles. Je connaissais quelqu'un qui m'en a parlé, moi je me suis engouffré, hein. Tu vois, j'en demandais pas tant. Je me suis jeté là-dessus, j'avais presque peur de pas avoir le de pas avoir le plan et tout. On s'est croisés dans une cité, on a discuté. Mais c'était des petits cons, tu vois, qui voulaient... les petits frères qui voulaient, qui se lançaient, quoi. Donc ils avaient toujours un peu fait les nervis pour les grands frangins sur le business, donc ils ont bien vu comment ça se passait, ils connaissent tout. Donc maintenant c'est leur tour, ils se prennent une cage d'escalier et puis ils font leur beurre tout seuls, comme des grands. Par sécurité, tu vois, ils disent rien pour que tu aies l'air du parfait couillon à l'abruti de service que tu es d'ailleurs. Donc on te dit juste combien tu gagnes. On t'a Voilà, dit on te dit juste combien tu gagnes. Ouais. Et combien tu devais gagner sur ce passage? 100 000 francs, petit brick. Port de Tanger, en face, l'Espagne, à seulement 14 km. Ici, l'été, un ferry toutes les heures. 5000 véhicules en transit chaque jour. C'est dans ce flux que les passeurs tentent leur chance. C'est ici qu'ils tombent, à la douane, juste avant d'embarquer. L'été, il y a une arrestation tous les jours. Nous proposons aux policiers de filmer leur travail. Très vite, un suspect français est repéré au contrôle des papiers. Les policiers nous contactent avant même d'avoir commencé la fouille. Ils savent. Toutes les équipes policières et douanières sont mobilisées pour trouver la drogue. Sans chien renifleur, juste à l'aide des tournevis,
on teste la résonance de la carrosserie. Tout y passe. Le moteur, le réservoir, le pare-choc, le bas de caisse et enfin l'intérieur du véhicule. Un coup de tournevis dans le plancher, la drogue est découverte. Non, le plancher. Le plancher, le double. Paul a 47 ans, il est père de famille, employé municipal. Comme lui, chaque année, 55 Français sont arrêtés au port de Tanger. Les douaniers ont percé le réservoir avant même d'avoir trouvé le hashish. Ils ont percé le réservoir. Donc quand un réservoir est percé avec un coup de tournevis et un marteau, ton véhicule il repart pas. Je me suis dit là ça y est, en fait je suis baisé parce que s'ils cassent mon véhicule avant même d'avoir trouvé le truc, c'est qu'ils savent qu'il y a quelque chose. Ils percent mon réservoir et il n'y a rien dans le réservoir. C'est extraordinaire ça quand même. C'était sous les sièges à rien en fait, tout simplement. Le véhicule est saisi, policiers et douaniers désossent la caravane. اضرب في النص هذا لا بلاتي هذا شوف اساعي يا خرجات هذه اساعي لا بلاتي كمل هنا شويه كمل هنا شويه باش لا عوض لا صافي بلاتي حيدها مع راجل كل شيء attends amenez-le s'il vous plaît pour qu'il voit ça. J'ai le corps malade. Voilà monsieur. Voilà la porte. Bon, je vais vous raconter comment l'idée vous a tenté, c'est-à-dire pour entrer au Maroc et réaliser cette affaire ici. Au commissariat du port, nous assistons à un interrogatoire courtois en français. Moi j'étais en fait assis par terre, tu vois, les mains dans le dos, les pieds et les mains liés dans le dos et les pieds liés devant, comme ça, un peu en position du fœtus. Les yeux bandés, tu vois, il m'avait mis une cagoule sur la tête. Puis ça frappait, quoi. Devant la caméra, pas de violence bien entendu. Rien non plus sur les renseignements qui ont permis l'arrestation. Juste une intuition. Les caravanes sont les spécialités des Français. Il y a beaucoup de Français qui parlent avec les caravanes. C'est pour cela qu'un Français dans un caravane est tout seul. Il y a les voitures légères. Si vous avez constaté, il y a les affaires des bébés, des enfants, et lui il est seul. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Bouteille de champagne, c'est personne. Ça serait bon. Quand on ne connaît pas la langue, je ne comprends pas l'arabe, donc on te parle, tu ne comprends pas, c'est pas évident. Et des fois, souvent, il y a des malentendus qui peuvent déboucher sur des bagarres exprès parce qu'on ne comprend pas la langue, l'autre en face, il ne te comprend pas non plus, et il croit que tu l'insultes ou que tu... alors que c'est pas le cas. Et ça, c'est... Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Moi, je pense que quand on sort d'ici, tu ressors traumatisé. Comportement... moi, j'ai une nature calme, mais je reconnais que je vais être changé. Ouais, tu vas être un peu violent. Violent, voilà. Parce que quelque tous les jours des bagarres, tous les jours du sang, tous les jours des... C'est ce que tu vois ici. C'est ce que tu vois ici. Ce que tu vois tous les jours. Ce que tu vois ici tous les jours. Traumatisé. C'est ça, c'est ça. Il se taille tout le corps avec le couteau. Et la gorge. On s'agresse les uns les autres, mais on ne fait pas couler le sang parce que sinon on est jugé de nouveau, on est torturé, on est comme ça. Donc plutôt que de frapper quelqu'un, ben je me mutile pour lui, en face de lui. Tu vois ? Donc si toi tu me menaces, on doit se battre, moi je prends mon couteau, au lieu de te planter toi, je me coupe pour toi. Le Maroc dépense 30 centimes d'euros par jour et par détenu. Trop peu pour nourrir les prisonniers. Les Marocains survivent grâce aux paniers qu'apportent leurs familles chaque semaine.
Les Espagnols, eux, bénéficient d'une aide gouvernementale de 100 € par mois. Les Français ne reçoivent aucun soutien financier, ils ne peuvent compter que sur leur famille. Pour joindre leur famille, les détenus étrangers ont droit à un coup de fil par semaine à la cabine du quartier. Ma fille, elle réalise pas, elle vit dans son petit monde et bon, je lui avais dit au début, je lui avais expliqué qu'ici on ne mange pas, c'est pas comme dans les prisons françaises, on ne t'apporte pas la nourriture tous les jours, le matin, le petit déjeuner, le déjeuner, et le soir. Bon. Ici c'est pas pareil, il faut avoir des sous, sinon on est redevable et toujours après l'un, après l'autre, et on se retrouve avec des dettes parce qu'on vous a aidé et que voilà. Alors c'est vrai que le problème quelque part, c'est que nous les Européens, pour eux, nous sommes tous riches. On vient de France, la France est un très grand pays et un pays riche, et donc quand on vient ici, ben, on est riche. Alors que c'est pas le cas, hein. C'est pas le cas. Dis-moi ma chérie, tu m'avais envoyé un colis? Oui, tu l'as reçu? Mais non, toujours pas. Oh, tu vois, c'est des salauds, parce qu'ils m'ont dit le plus rapide, j'ai payé 60 € rien que pour le colis. Tu as payé 60 € de frais à la poste pour que 57, ça aille? exactement 57 €. 60 € de frais. Voilà. Hein, c'est cher. Hein, putain, ouais, alors la prochaine fois, comme je me suis dit, il vaut mieux envoyer un mandat. Hein. Eh bien, tu vois, non, mais c'est ce que j'allais te dire, justement. Ah ouais, bon, ben, je vais faire une réclamation. Voilà. Mais ce qu'il faut faire, ma chérie, parce que moi, je mange 2 fois par jour. Hein. Ouais. Voilà, je mange 2 fois par jour et bon. Et oui, je sais, oui. Et ça, il faut m'envoyer un mandat régulier, tu vois, tous les mois. Bon, ce que tu peux. Hein. Voilà, allez, au revoir, ma chérie, à demain. Antoine est incarcéré depuis 3 mois. Il n'a toujours rien reçu de sa famille. Ici, sans argent, tout est bien plus compliqué. Tout est à la charge du détenu. C'est-à-dire c'est le détenu qui fait fonctionner la prison financièrement. C'est le détenu qui peint sa cellule, c'est le détenu qui lave par terre. Tu vois, c'est nous qui achetons le savon, c'est le détenu qui paye le maton, c'est le détenu qui fait tout, qui paye sa bouffe, c'est le détenu qui paye ses médicaments. Hervé, 36 ans, est un ancien danseur classique. Une fin de carrière, une faillite, un divorce, voilà plus d'1 an qu'il est incarcéré. Depuis 2 mois et demi, je n'ai plus rien qui rentre, je n'ai plus rien. Si j'avais pas mes amis, mais à un moment donné, on en a marre de demander une cigarette, alors on attend. Ce que j'aurais aimé trouver ici, c'est un minimum, parce que quand vous tombez en prison, c'est le bout du rouleau, c'est le fond du trou, et quand on vous demande encore de l'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir, pour pouvoir assurer le minimum hygiénique et survivre, là, si je vais plus loin, je crie. Alors je préfère rester tranquille, parce que ma souffrance, elle est terrible. Voilà. Un casier judiciaire vierge, c'est la condition pour être engagé comme passeur. Tous ceux qui se retrouvent ici n'ont jamais eu affaire à la justice française. Au bout d'1 semaine, Sébastien ne réalise toujours pas. Je suis vidé de tout. C'est pas comment vous expliquer. Tous les Français vous le diront, quand vous arrivez ici, vous n'êtes jamais allé, que ce soit dans un commissariat, vous n'avez jamais eu affaire à la justice, et que d'un seul coup, vous voyez des gens qui sont balafrés comme ça, qui pètent ses plombs pour une cigarette, qui se bagarrent pour une cigarette. Ouais, il fallait mettre les toxicos avec les toxicos, les criminels avec les criminels, les violeurs avec les violeurs. Là, c'est tout mélangé. T'as des mecs de 30 ans qui sont avec nous, des mecs de 15 ans pour viol, d'autres pour crime. Moi, je suis là pour avoir transporté 70 kilos de shit. Ouais, bon, ça, c'est pas... Qu'est-ce que je fous avec cette équipe-là? Bien sûr, bien sûr. J'ai rien contre avec cette équipe. On est quand tu vois dans une cellule qui fait même pas 30 mètres carrés. Voilà. Combien de 30 mètres carrés? Même pas. Même pas. 25-30 mètres carrés. Et on est 25. On est entassés, les mecs qui pissent partout, c'est même pas nettoyé ça. Ouais, ici, là, oui. Ouais, le problème, c'est ça, elles sont trop pleines, trop surchargées, et donc ça crée une tension très forte, très forte, du matin au soir, tous les jours. Et en plus, pour ceux qui n'ont pas de lit.
Ah oui, alors ceux qui dorment par terre, alors là, c'est Comme encore moi, plus... ça fait 2 mois que je suis par terre. 2 mois. Ça fait que j'ai pas d'endroit pour mettre mes affaires. Eh oui. C'est toujours à surveiller tes affaires. Voilà. Comme là, je donne un paquet de cigarettes pour que quelqu'un me surveille dans ma chambre. Il y a un truc aussi pour ceux qui ont des petites peines. Comme moi déjà. C'est très dangereux. Combien tu as eu toi? Ouais, il me reste 3 mois à tirer. Ah, 3 mois. Ouais. Et les jaloux, ils peuvent te faire des trucs. Ils peuvent te cacher des cachets, ils peuvent te cacher rien que pour que tu tapes de la pute. Ça, c'est produit, oui. On me l'a dit et ça me fait flipper. T'imagines, on me cache une plaquette de 100 grammes ou quoi? On rajoute 2 piles dans les dents. On va à l'épicerie? Hassan, l'épicier, tient boutique dans la prison 2 fois par semaine. Il vend le nécessaire aux détenus étrangers qui ont de l'argent. Combien ça vaut une comme ça là? Ça c'est chouette. Bien, ça. Le kilo de dirham, c'est quoi? Le kilo. Le kilo. Pour le kilo. Ouais, ça doit peser au moins 6 kilos, non? 10 kilos. 10 kilos, hein? Ah ouais. 10 kilos et demi. Ouais, 10 kilos et demi, oui. Donc ça fait 27 grammes. 20 grammes. Ces prix sont étudiés, majorés. Il faut au minimum entre 100 et 150 euros pour tenir un mois en prison. Mais quand on n'a pas d'argent, comme Antoine, il faut mendier ou travailler pour ses codétenus. Depuis peu, le consulat de France ne tient plus les comptes. Dans une prison où la corruption fait loi, c'est l'épicier lui-même qui gère directement l'argent envoyé par la famille. Le consulat ici, c'est la bête noire des détenus. Incompétent, absent, que fait-il vraiment lorsqu'un Français se fait arrêter? Sur un portable qui circule dans sa cellule, nous parvenons à joindre Paul. Il est incarcéré dans un quartier où nous n'avons pas accès. C'est dur. T'es dans une chambre où tu es le seul Européen? Ouais, il y a un autre gars avec moi. D'accord. On est 2. Ouais. Tu as un lit? Non. Tes co-détenus, c'est difficile à vivre avec eux? Ah oui. Tu peux me dire ce qui se passe ou c'est difficile? Bah, je peux pas trop t'expliquer là. Tu as de quoi manger? Oui et non. Parce que là, ils ne peuvent pas manger, tu sais. Ouais. Et tu as pas d'argent sur... Non. Ta famille n'a pas pu t'envoyer d'argent? Pas encore. D'accord. Et comment tu fais alors pour te nourrir? Bah, il y a un pote ou deux là. D'accord. Il faut mes cachets de toute manière, il faut plein de trucs quoi. Il te faut des cachets? Ouais. Pourquoi? Bah, c'est pour le stress, pour le antidépresseur, des trucs comme ça quoi. Ouais. Je sais pas, ça fait 2 mois que... Voilà. Parce que normalement tu prends des antidépresseurs. Ah ouais, je prends, ouais. Tu les as vus les gens du consulat? Non, pas encore. Donc tu as reçu de l'aide de personne jusqu'à présent? Personne. Non, bah ils m'ont aidé en rien dans la mesure... Quand ils m'ont conseillé un avocat, bon bah c'était une merde, une sous-merde d'avocat. Quand il a fallu faire, tu sais, relayer des informations, de la correspondance avec la France, ils n'ont pas été foutus de le faire, à aucun moment. Quand il a fallu m'aider dans mes démarches administratives par rapport aux autorités marocaines, ils ont rien été foutus de me dire. Sœur Monique, âgée de 75 ans, est la seule qui se déplace régulièrement, tous les 15 jours, pour visiter les détenus français. Elle est mandatée par le consulat, ce qui lui donne l'accès à la prison. En quelques minutes, elle part au plus pressé. Soutien psychologique et dépannage de fortune sur ses propres deniers. Petit panier, par exemple. J'ai pas mon pauvre ami. Moi, j'ai pas de sous. Hein. Et le consulat n'a pas de. Le consulat n'a pas de fonds non plus. Alors moi, ça me dégoûte d'être française parce que le gouvernement français n'a rien pour les Français. Et ça, c'est la poisse. Devant le vide des autorités, elle tente parfois de régler aussi les problèmes administratifs. En réalité, elle n'a aucun pouvoir. Le vrai pouvoir est au Quai d'Orsay, en France, et au consulat de Tanger. La protection consulaire, c'est tout simplement la possibilité pour les consuls de France d'avoir accès à nos compatriotes qui sont retenus par la justice d'un pays étranger, de leur faire visite
de vérifier qu'ils sont détenus dans des conditions convenables. Les familles des détenus comme les détenus se sentent abandonnés par la France, nous disent qu'ils ont honte d'être français parce qu'ils sont démunis, sans aide, ni matérielle, ni psychologique, et administrativement, c'est aussi difficile. Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant comme aide que peut fournir la France à ses ressortissants détenus? Chacun porte les jugements qu'il estime devoir porter. Moi, je vous redis que nous faisons le maximum de ce qu'il nous est possible de faire dans des conditions telles que celles-là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Je souhaiterais parler avec vous du cas d'un détenu qui est à Tanger, qui s'appelle monsieur Bussy. Donc il a vu personne du consulat depuis 1 mois et demi, il n'a pas de lit, il a besoin de médicaments, il n'a pas reçu encore d'argent, donc il ne peut pas manger. Donc je voulais savoir ce que vous pouviez faire pour lui. C'est normal, dans les 2-3 premiers mois, il n'aura pas de lit. On ne peut rien faire contre ça. On a 180 détenus dans les prisons du Nord, c'est-à-dire entre Tanger, Nador, Abou-Semas, Tétouan, Larache, on a plus de 150 détenus. Et chaque détenu, comment voulez-vous que chaque fois qu'un qui trouve son thé n'est pas assez sucré nous appelle? Mais vous savez bien que c'est pas ça le problème, arrêtez d'être de mauvaise foi, monsieur. On n'arrête pas d'intervenir sur des urgences, on est submergé des appels des familles. Imaginez une mère, un papa, que son enfant a été pris, il va s'imaginer, il voit tout de suite Midnight Express, bon c'est clair. Et tout de suite, et puis alors la première chose, mais comment, mais le consulat n'est pas à côté en train de le border dans le lit, on n'est pas en train de le border, on n'est pas en train de le ramener en France. C'est normal que les familles s'inquiètent pour leurs ressortissants français. C'est tout à fait normal, madame, voilà. Les familles s'inquiètent pour leurs ressortissants français. D'un autre côté, madame, nous on ne peut pas faire plus que ce que l'on peut donner. L'État français ne donne rien pour ses détenus à l'étranger. Vous savez ce que c'est? Rien de rien. C'est-à-dire que c'est entièrement à la charge des familles, les avocats, l'argent pour qu'ils puissent améliorer leur ordinaire, les couvertures, les vêtements. L'État français ne donne rien. C'est le jour du procès de Sébastien, après plus d'1 semaine de détention provisoire. Pour la folie, c'est pas un coupable et je suis le coupable idéal. Ouais, j'espère que la vérité, ça va payer. Au moins une fois. Oui. Sa ligne de défense est maladroite. Il se dit innocent. On lui aurait volé sa voiture et caché la drogue à son insu. Mais lors des interrogatoires à la PJ, sous les coups, dit-il, il n'a pas tenu. Il a avoué être un passeur. Il a dit chez la police qu'il allait faire passer 40 kilos à 95 pour percevoir 4 000 € comme récompense. Audience au tribunal de première instance de Tanger. Nous ne sommes pas autorisés à filmer. Le procès, ouais, c'est parodie de justice. Mon avocat qui sait plus comment je m'appelle, qui sait plus combien j'ai d'enfants, n'importe quoi. Ça a duré peut-être un quart d'heure. L'huissier s'est réveillé pour me glisser à l'oreille 4 ans. Tain-l'Hermitage dans la Drôme. Sans nouvelles de son fils depuis l'incarcération, le père de Sébastien attend le verdict. Son seul contact, l'avocat. Comment ça s'est passé le procès? J'ai pas tout compris parce qu'il parle en arabe, donc c'est pas... Même la sentence, j'ai pas compris, c'est le policier qui m'a dit ce que j'avais. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est monsieur Sagevalier, oui. C'est monsieur Sagevalier. Oui, écoutez, je viens de sortir d'audience, ils ont donné déjà le résultat. Alors votre fils, il a été condamné pour 3 ans ferme, une amende judiciaire de 25 000 dirhams et payer une indemnisation au profit des douanes. J'ai jamais rien fait de ma vie. Mais je peux vous dire que ça va pas tarder. Je resterai pas 3 ans ici, ça c'est sûr. Aucun des Français qui se retrouvent derrière les barreaux à Tanger ne pouvait imaginer une condamnation au Maroc. Des passeurs qui n'ont pas même mesuré les risques de l'opération. Dans les couloirs de la prison, tous ressassent l'arrestation. La drogue mal cachée, des douaniers qui savent, et depuis l'incarcération, le silence des commanditaires. Parce que tu as été manipulé? Ah oui, carrément, bien sûr. Ils ont peut-être fait passer une plus grosse quantité derrière moi et ils se sont arrangés avec les douaniers
Tiens, on te donne celui-là, mais laisse-nous passer le gros derrière. C'est comme ça que ça se passe généralement. Il y a certaines personnes qui sont embauchées pour passer une certaine quantité. Mais on les utilise, ces personnes, juste pour qu'ils tombent et qu'à côté, il y ait le plus gros qui passe. Donc on est peut-être aussi tombé dans ce cas-là sans le savoir, où on s'est fait balancer à la douane pour justement qu'une quantité plus énorme passe à côté de nous. Alors ces passeurs sont-ils vraiment dénoncés? Retour au commissariat du port de Tanger. Depuis la cérémonie de l'arrestation de Paul, nous ne sommes plus autorisés à enquêter. Bonjour. Nous interrogeons en caméra cachée un commissaire fraîchement arrivé. Il y a des informations parfois. Parfois, il y a des gens qui sont en conflit entre eux. Ils dénoncent. Il se peut, ce n'est pas sûr. Il se peut que quelqu'un téléphone, par exemple, ça, j'ai entendu parler de ça, comme vous. Un chauffeur, il connaît seulement des petites informations. Il ne connaît pas tout le réseau, il ne connaît pas tout le monde. Donc vous ne pouvez pas vraiment poursuivre les trafiquants en fait. Des chauffeurs européens dénoncés, c'est là que les enquêtes s'arrêtent au port de Tanger. Mais en amont, qui vend la drogue? Qui maquille les voitures? Qui exporte? Lotfi Akalay est journaliste et écrivain. Il est l'auteur d'une enquête sur les passeurs français détenus à Tanger. Généralement, les passeurs marocains se débrouillent très bien. Parce qu'ils sont en terrain connu. Ils connaissent les gens, ils ont des complicités. Ce n'est pas réellement une aventure. Mais c'est le malheureux passeur européen. C'est celui-là, il se jette dans la gueule du loup. Et comme il n'a jamais vu une gueule de loup de près, il est automatiquement avalé. C'est malheureux. Dans le Rif, arrière-pays de Tanger, 135 000 hectares de kiff sont cultivés. C'est là que les voitures des passeurs sont chargées. On est venu nous chercher. On a rendez-vous au bord d'une route un peu déserte et tout. Passer le village d'Issagen. Voiture sans immatriculation qui est venue nous ouvrir le chemin. Tu as un petit coup de fil pour dire voilà, on est au rendez-vous. Voiture qui sort de nulle part, à fond la caisse, qui nous ouvre la route après. On tourne à droite, à gauche, dans la montagne, on se perd dans les chemins. Impossible de refaire la route. Et on arrive dans une belle maison en pleine montagne. Donc là où on produit, quoi. Là où on fait pousser du kiff partout, à perte de vue. Et là, je récupère un camion juste avant de passer à la douane, c'est tout propre, nettoyé, qui sent la colle de partout. Et on me dit, ton réservoir, il est chargé, fais attention avec ton essence et tout ça. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce producteur de cannabis, il est obligé, dès le moment où la voiture a été chargée et où elle est partie, de prévenir la gendarmerie royale, qui prévient les autorités douanières. Il y a un modus vivendi. Cultiver, c'est bien. Vendez, empocher la recette, mais de grâce, donnez-nous les renseignements pour qu'on arrête cette personne. Si vous ne le faites pas, eh bien, c'est comme si vous perdiez un agrément. Les petits passeurs européens sont dénoncés, les gros trafiquants, eux, sont à l'abri. Car Tanger est une ville qui ne vit que des trafics, immigration clandestine, contrebande et drogue. La nuit au port, les clandestins tentent leur chance. Certains se cachent dans les camions, d'autres essaient de s'introduire à la dernière minute dans les ferries. Dans les ruelles de la Médina, la vieille ville, le hashish est partout. Dans un des bars où se retrouvent les consommateurs de hashish, nous rencontrons un trafiquant marocain. Ahmed est passeur professionnel en mer. Depuis des années, il convoie le hashish à travers le détroit de Gibraltar. Et moi, j'aime bien faire le trafic et le faire avec honneur. Je ne paye pas ni les Espagnols, ni les Marocains. Je le fais comme ça. Un trafic comme un trafiquant. Parce que je suis sûr que les Marocains n'ont jamais m'arrêté parce que moi, je suis un vrai pilote. Un vrai pilote de Zodiac. Et
Je connais très bien comment m'escaper, comment me fuir. Tu vois le phare là-bas, au-dessus du phare. Là-bas, il habitait un homme qui s'appelle le Loup. Tout le monde le connaît. Il est ami de tous les ministres, ami de tout le gouvernement marocain, ami. Il a construit un port qui n'existe pas sur la carte. Lui, il a fait. Et tout le monde sait ça, qu'il y a des clandestins partout, des trafiquants de drogue partout qui payent. Moi, j'existe. Ils payent la gendarmerie, ils payent la marine, ils payent la douane. Les trafiquants payent pour qu'on travaille ici. Tous les jours, il y a des départs de marchandises. Presque tous les jours. Presque tous les jours. Ça, c'est une chaîne, on ne peut pas s'arrêter. Ça, c'est une chaîne. La villa du Loup domine la plage. C'est ici que part le gros du trafic, dans cette région qui va de Tanger à la côte algérienne. Il suffit de payer les gardes-côtes pour descendre jusqu'à la mer et embarquer la marchandise sur des Zodiacs. Direction Malaga en Espagne ou les eaux internationales. Là, des navires complices attendent. Ici, des tonnes de hashish sont chargées chaque nuit. En tout, plus de 3000 tonnes exportées par le Maroc. Un commerce qui rapporte près de 3 milliards de dollars aux trafiquants marocains. Le Maroc est incontestablement le premier producteur mondial et le premier exportateur mondial, très loin devant le Pakistan, l'Afghanistan et d'autres pays, si on se fie aux saisies réalisées dans le monde, bien que dans ces pays-là, il n'y ait pas d'évaluation de terrain. C'est la plus forte entrée de devises au Maroc, et donc c'est une bouffée d'oxygène pour l'économie, qui a d'autres ressources, en particulier les remises d'argent des travailleurs immigrés, le phosphate, etc. Mais celle-là est sans doute la plus importante, et donc le pays pourrait difficilement s'en passer. En France, le père de Sébastien se rend à une réunion de la Clé, une association créée par la mère d'un ancien détenu. Le seul soutien psychologique et administratif dont les parents disposent. Entrez, on va amener des sièges. On est impuissant. On ne peut rien faire. On a toujours des questions sans réponse, on ne sait jamais avec qui. On se demande s'il n'y a pas une possibilité quelque part que ça se passe différemment et qu'on ne la connaisse pas. Tout ce qu'on essaie de faire, on ne sait jamais si c'est suffisant. Si c'est vrai que, bon, avec les autorités françaises compétentes, on a presque une fin de non-recevoir. C'est du vent, en fait. Il faut payer suffisamment de choses dans nos impôts, dans nos cotisations, pour que nos prisonniers extérieurs aient au moins un minimum de bien. C'est ça que j'ai dit, c'est là qu'il faut réagir. Le Maroc réprime, mais fait le tri. Arrêter un petit passeur français a deux avantages. Montrer de la bonne volonté à la France, sans ébranler le trafic, et pointer du doigt le pays consommateur. De son côté, la France refuse d'aider financièrement le Maroc pour endiguer le trafic. Elle le tolère. Nos ministres de l'Intérieur successifs, souvent indépendamment d'ailleurs de leur couleur politique, ont un discours très agressif à l'égard du cannabis, qui mènerait aux drogues dures, etc. Et ce discours contraste avec le fait que l'on évite de nommer le Maroc. Il y a un silence à tel point qu'il y a des pressions sur les policiers français pour qu'ils ne mentionnent pas trop le Maroc au moment des saisies. On craint de déstabiliser le régime, de fournir des arguments aux islamistes et donc de s'aliéner en pouvoir ami. Pourtant, 90% du hashish de nos cités vient du Maroc. Le marché est vaste et lucratif. Les petits réseaux y trouvent leur place. Ce sont eux qui embauchent des passeurs comme Paul et Sébastien. T'es commanditaire, t'en as plus jamais entendu parler? Non. Enfin, pas pendant mon incarcération, non. Bon, après, oui, je les ai revus, moi, ici, à Paris. De nouveau à Paris, mais j'avais pas l'intention de me faire payer. Hein. Je me faisais pas d'illusions. Je suis venu vraiment pour voir comment ça se passait, comment ils me percevaient. Donc les mecs au début m'ont bien reçu, puis ils ont tout de suite cherché à me mettre la pression. Ils ont voulu me faire passer pour une balance et tout ça. Donc le ton est monté un peu. Donc là j'étais pas du tout... j'étais sur un terrain en pente là. Il y avait du lascar partout, du pit, des armes.
Ouais, j'ai fermé ma gueule, quoi, puis c'est tout. T'étais le pigeon parfait, disons. Ouais. Le pigeon parfait. Une cité de la région parisienne, plaque tournante pour le trafic. Nous retrouvons le chef d'une filière d'importation de hashish entre le Maroc et la France. C'est un commanditaire. Il recrute ici ceux qui prendront le risque, sans le savoir, de finir à Sadfilage, la prison de Tanger. Vous pouvez me dire combien de passages vous organisez par mois? 5. Donc il y a 5 passages par mois à peu près. Combien il y en a qui se font arrêter aux douanes? Sur 5 passages, au minimum, des fois ça passe, tout dépend des mois. Surtout au mois de juillet-août, ça passe très bien. Et le reste du temps, 2, ça peut être 4 passages, ça peut être même 5 passages carrément. Les 5 passages du premier mois, on n'a rien, tout part à l'eau. Et vu la quantité et vu le prix qu'on l'achète au Maroc, on peut le faire, on peut se le permettre. C'est pas grave de sacrifier de la marchandise C'est pas grave, pas du tout même. Mais bon, on gagne pas assez, mais sur une quantité déjà, sur un passage, on a déjà amorti les 5 passages. Comme les ils savent passeurs, c'est des passeurs professionnels? C'est un banlieusard, normal. Un banlieusard qui est en galère d'argent, qui n'a pas d'argent. Il fera n'importe quoi pour gagner un petit billet. À partir de là, c'est bon, il est OK. On leur dit jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu d'arrestation, il n'y a jamais eu de problème. Mais à partir de là, ça a eu de choisir. Hein. Non, on ne fait jamais de passage, mais jamais. Je suis conscient. Jamais je ferai un passage. Jamais de la vie même. Même si je suis en galère d'argent, je ferai autre chose.